Salut à tous! Aujourd'hui, on va vous présenter un projet dans lequel on va multiplier par 3, voire même jusqu'à 10, la luminosité dans plusieurs pièces sombres. Pour faire ça, on transforme d'abord de la lumière en électricité sur le toit, avec 5 panneaux solaires photovoltaïques, et on utilise directement l'électricité produite pour alimenter un ensemble de LED qui sont intégrés dans l'encadrement des fenêtres. Ce projet est donc en quelque sorte un puits de lumière, mais qui passe par un câble électrique. On va commencer cette vidéo par une présentation du système, avant de faire le tour de l'installation. On va ensuite aller plus loin dans la technique, en répondant à toutes ces questions. Et comme toujours, on vous invite à regarder la vidéo en entier. Il n'y a pas beaucoup de lumière dans plusieurs pièces du bas de cette maison. Et pour cause, les fenêtres sont alignées au niveau du sol et orientées globalement au nord. Le système que l'on a installé permet d'avoir beaucoup plus de lumière à la fois au bureau, dans la salle de bain et dans la chambre. L'emplacement des LED, cumulé à un jeu de miroirs, permet d'avoir une lumière puissante mais non éblouissante qui s'ajoute à la lumière du jour pour donner une sensation d'éclairage naturel. Les pièces desservies, qui étaient sombres, sont maintenant particulièrement lumineuses, ce qui permet au passage de ne plus avoir à allumer la lumière de jour. En plus du gain en confort, l'énergie lumineuse et la chaleur dégagée par les LED permettent de contribuer au chauffage de la maison. Bref, on en reparle plus tard. La production des panneaux solaires, et donc la luminosité des LED, varie suivant la saison, l'heure et la météo. Ces variations simultanées entre la lumière du jour et celle qui provient des LED contribuent encore à la sensation de lumière naturelle, et tout ça avec un circuit très simple, en courant continu et sans électronique. Les LED sont éteintes la nuit car les panneaux solaires ne produisent pas d'énergie. Elles commencent à s'allumer dès les premières lueurs du jour et leur luminosité augmente rapidement jusqu'à se stabiliser. Le soir, vous vous en doutez, c'est exactement l'inverse. Lorsque le ciel est couvert, les LED s'allument moins fort que quand il y a du soleil, mais la lumière qui entre par les fenêtres est aussi plus faible. L'éclairage est donc à tout moment cohérent avec la luminosité extérieure, comme sur une fenêtre ordinaire. On va maintenant faire un tour complet de l'installation. On va commencer sur le toit avec les panneaux solaires. Sur le toit, il y a 5 panneaux photovoltaïques polycristallins de type 24 volts et 245 watts crête chacun. Ce sont des panneaux d'occasion qui ont donc déjà compensé leur énergie de fabrication. Les panneaux solaires sont posés verticalement et sont répartis sur 3 expositions différentes. On vous laisse trouver pourquoi on a fait ces choix, on en reparlera plus tard. L'autre panneau solaire que l'on voit est un panneau solaire thermique qui sert à produire de l'eau chaude sanitaire. Il n'a donc aucun rapport avec le projet actuel. On en dira quand même quelques mots à la fin de la vidéo. Pour augmenter la production des différents panneaux solaires, on utilise des chapes avec un revêtement réfléchissant en aluminium. Le reste du toit, qui est, ou plutôt était peint en blanc, contribue à maximiser la lumière que reçoivent les panneaux. Au niveau des raccordements électriques, chaque panneau solaire est associé à une boîte de dérivation qui permet de le connecter aux autres. Les panneaux sont tous raccordés en parallèle via une diode anti-retour. Ça aussi, on en reparle plus tard. Le câble qui transporte l'énergie est un câble 4 x 2,5 mm, avec donc ici 2 fils plus et 2 fils moins. Pour faire descendre la gaine électrique, on s'est contenté de suivre les tuyaux du panneau solaire thermique qui descendent le long de la maison. Arrivé en bas, une nouvelle boîte de dérivation permet de séparer d'un côté le câble qui va vers la chambre, et de l'autre celui qui va vers la salle de bain, puis au bureau. La gaine termine sa course au niveau de ce boîtier de commande, accessible et visible depuis la fenêtre du bureau. Il permet d'une part d'activer ou non la lumière dans les pièces, et d'autre part de faire des mesures sur l'énergie produite. L'interrupteur bleu est l'interrupteur principal, qui permet d'éteindre tout le système, l'interrupteur vert permet d'éteindre la salle de bain, et l'interrupteur jaune, la chambre. Mais alors pourquoi éteindre une pièce ? L'intérêt principal est tout simplement d'avoir plus de lumière dans les autres, vu que l'énergie se partage entre les pièces. Quand toutes les pièces sont activées, le bureau reçoit la moitié de l'énergie, la salle de bain un tiers et la chambre un sixième. En éteignant par exemple la salle de bain et la chambre, on double la lumière au bureau. Pratique quand il pleut pendant les jours de télétravail. Toutes les combinaisons sont possibles, mais dans tous les cas si le système est activé, alors les LED du bureau sont allumées,
ce qui permet de limiter la puissance que reçoivent les LED des autres pièces. Concernant les mesures, le boîtier est équipé d'un module qui mesure la tension, le courant, la puissance et l'énergie produite. En 2 mots, la puissance produite varie entre 250 et 600 watts quand il y a du soleil, et vaut moins de 250 watts quand il y a des nuages, voire beaucoup moins suivant l'épaisseur des nuages. L'énergie produite par jour s'échelonne de moins de 1 à plus de 3 kWh suivant la météo, avec une production d'environ 2 kWh par jour sur le dernier semestre. Le boîtier de commande comprend aussi 2 fiches bananes qui permettent soit de récupérer directement l'énergie des panneaux solaires, soit d'injecter de l'énergie pour alimenter les LED, ce qui a notamment été bien pratique pour faire tous les tests de nuit dans des conditions répétables. On continue le tour de l'installation avec les LED au niveau des fenêtres. On utilise pour chaque pièce plusieurs modules 12 volts et 50 watts, composés chacun de 390 LED. Chaque module peut émettre plus de 4000 lumens, ce qui correspond à environ 10 ampoules LED de puissance moyenne. Sur l'ensemble des pièces, la luminosité maximale est de 50 000 lumens. Juste pour la comparaison, il faudrait plus de 3000 watts d'ampoules halogènes pour produire autant de lumière. Les modules LED que l'on utilise ont un indice de rendu des couleurs élevé, ce qui signifie que les couleurs apparaissent naturelles. C'est un aspect très important. On a commencé le développement du projet en utilisant des modules de moins bonne qualité et on l'a vite regretté. Pour ce qui est de la température de couleur des modules, elle est d'environ 5000 Kelvin, ce qui correspond à celle du soleil. Pour adapter au mieux la température de couleur à nos attentes, on a fait des tests avec différents filtres. La solution qu'on a retenue est de diminuer très légèrement la température de couleur avec des filtres jaunes sur environ 1/6 de la surface de chaque module, voire encore moins suivant les pièces. On se focalise maintenant sur la fenêtre du bureau où il y a 6 modules de LED. Ils sont vissés et collés à une plaque d'aluminium avec un adhésif fin qui conduit la chaleur. Chaleur ? Et oui, les LED ont beau être efficaces pour produire de la lumière, elles ne convertissent malgré tout que 30% de l'énergie qu'elles reçoivent en lumière, le reste part en chaleur. Rien qu'au bureau, les LED peuvent produire jusqu'à 200 watts de chaleur qu'il faut dissiper pour limiter leur température. La plaque d'aluminium qui supporte les LED a une épaisseur conséquente de 4 mm et sert à répartir la chaleur sur une grande surface. Cette surface élevée permet d'évacuer majoritairement la chaleur par conduction vers les murs de la maison. Cette méthode est très simple et surtout, elle permet de revaloriser une partie de la chaleur en contribuant au chauffage de la maison. Vous avez dû remarquer que sur la plaque d'aluminium, on a mis 4 modules d'un côté et 2 modules de l'autre. On aurait préféré les centrer, mais cette disposition est intéressante car elle permet de ne pas voir les LED ni leurs reflets dans les miroirs quand on est assis au bureau. Parlons justement de ces miroirs qu'il y a autour des LED. Ils servent à diriger la majorité de la lumière vers la fenêtre tout en évitant les éblouissements. Les LED émettent des rayons de lumière dans toutes les directions et suivant leur angle, les rayons se réfléchissent 0, 1, 2 ou 3 fois dans les miroirs avant d'avoir le bon angle pour rentrer. Les rayons qui arrivent éclairent tous vers le bas, ce qui fait qu'on ne les a pas dans les yeux. Bon, sauf si on se baisse, évidemment. La partie de la lumière qui n'entre pas par la fenêtre n'est pas totalement perdue car elle contribue à éclairer le jardin, ce qui participe à la sensation de lumière naturelle. On peut même faire pousser des plantes là où c'était impensable avant. Et pour devancer les commentaires, oui, ça marcherait aussi avec des plantes, disons, médicinales. Pour augmenter encore la part de lumière qui rentre par la fenêtre, on compte installer au propre un ensemble de miroirs inclinés pour rediriger au plafond les rayons orientés vers le bas. Ces miroirs permettront aussi de réfléchir la lumière du ciel et donc d'augmenter dans la foulée la part de lumière naturelle. Niveau connexion électrique, les modules de LED 12 volts sont branchés par 2 en série car le système fonctionne en 24 volts environ. Au bureau, il y a donc 3 séries de 24 volts indépendantes qui ont chacune leur propre fusible. On passe à la salle de bain où le principe d'installation des LED et miroirs est très similaire, avec cette fois-ci 4 modules de LED centrés sur une plaque d'aluminium. Les contraintes sur l'orientation de la lumière étant moins importantes qu'au bureau, on utilise une plus grande surface de miroir, ce qui permet d'avoir une efficacité plus élevée. Les 4 modules de LED forment 2 séries de 24 volts. On arrive maintenant à la chambre, où la fenêtre est petite et en hauteur. Cette disposition nous permet cette fois-ci d'orienter les LED vers le haut, sans risque d'éblouissement. La lumière se réfléchit ensuite au plafond, et se diffuse dans toute la pièce, ce qui est très efficace, et explique pourquoi seulement 2 modules de LED suffisent. On a récemment ajouté une moustiquaire sur la fenêtre, qui, sans que ce soit fait exprès, permet une très bonne diffusion de la lumière quand on regarde à travers la fenêtre.
Pour dissiper la chaleur des modules, on se sert encore d'une plaque d'aluminium qui conduit une partie de la chaleur vers les murs. L'autre partie est directement dissipée dans l'air par convection, mais aussi par rayonnement derrière. Comme dans les autres pièces, les deux modules de LED de la chambre sont connectés en série et ont leur propre fusible. On finit le tour de l'installation avec le garage, où on peut récupérer l'énergie produite par les panneaux solaires. On a connecté pour ça l'une des boîtes de dérivation du système à un ancien câble d'alimentation électrique de la maison qui finit sa course au garage à côté du tableau électrique. Pour l'instant, toute l'énergie produite par les panneaux solaires est consommée par les LED en direct, mais on se laisse la possibilité de faire évoluer facilement l'installation dans le futur. On pourrait par exemple ajouter un onduleur pour injecter tout ou partie de l'énergie dans le réseau électrique de la maison, ce qui serait intéressant pour profiter de l'énergie en cas d'absence. On pourrait aussi utiliser un convertisseur à courant continu pour charger des batteries et notamment celles de véhicules électriques. Pour l'ordre de grandeur, les 3 kWh produits pendant une journée ensoleillée permettent de parcourir plus de 50 km avec cette moto électrique. On passe maintenant à la deuxième partie de la vidéo où on va répondre à toutes ces questions. Chaque question est indépendante, donc vous n'êtes pas obligé de tout suivre pour comprendre, et vous pouvez regarder les parties dans le désordre. L'éclairement lumineux se mesure en lux et reflète la quantité de lumière visible qu'il y a à un endroit donné. Plutôt que d'acheter un luxmètre pas cher dont on pourrait douter des caractéristiques, on utilise ce smartphone parce qu'il est équipé d'un composant dédié. Sachant que la luminosité dépend énormément de l'endroit où elle est mesurée, même à l'intérieur, on a fait des tests au même endroit dans chaque pièce. Pour obtenir des résultats représentatifs de notre sensation de luminosité, on effectue la mesure au centre de chaque pièce, avec entre autres vue sur la fenêtre, et on se place à la hauteur de nos yeux, donc pas dans la lumière directe des LED. Sachant que les résultats dépendent de la luminosité extérieure, on a fait les tests avec et sans LED par 3 éclairements différents. Les résultats sont compilés dans ce tableau, où la dernière ligne montre le gain en lumière avec les LED. On voit que dans tous les cas, la luminosité est multipliée par au moins 3, peu importe la météo. On constate aussi que le gain en lumière est plus élevé pour la chambre, car c'était la pièce la plus sombre. Les différents gains en lumière du tableau sont des valeurs minimales. Le gain peut être potentiellement doublé si on éteint d'autres pièces. Il augmente encore si on ouvre les fenêtres ou si on mesure l'écart de luminosité dans une zone éclairée par les LED. La puissance de 400 watts est aussi une valeur typique de quand il y a du soleil, mais on la dépasse facilement. En France, pour maximiser la production annuelle d'un panneau photovoltaïque, il faut l'orienter au sud et l'incliner d'environ 35 degrés. Dans notre cas, ce n'est pas tant le nombre de kilowattheures annuels produits qui compte, mais la capacité à fournir une lumière satisfaisante du matin au soir, l'été comme l'hiver, et les jours de soleil comme les jours de pluie. La disposition des panneaux solaires que l'on a choisis permet de réduire les écarts pour ces 3 facteurs de façon totalement naturelle. Le panneau solaire exposé à l'est produit de l'énergie dès le lever du soleil, ceux exposés au sud pendant la journée, et ceux à l'ouest le soir. Au lieu d'avoir un gros pic de production à midi solaire, on a une production journalière certes légèrement plus faible, mais mieux lissée tout au long de la journée. L'inclinaison verticale des panneaux renforce cet effet en maximisant la production quand le soleil est bas dans le ciel, c'est-à-dire le matin et le soir, mais également l'hiver. Et pour cause, c'est en février que le système a eu les plus gros pics de production au-delà de 600 watts. À cette saison, avoir de la lumière est encore plus satisfaisant, et puis la chaleur produite par les LED est utile et est beaucoup plus facile à dissiper. Pour ce qui est des différences liées à la météo, la triple exposition permet aussi de réduire les écarts, puisque quand le ciel est gris, la lumière est plus faible mais provient de toutes les directions, donc tous les panneaux produisent un peu d'énergie. La disposition particulière des panneaux solaires dans notre installation permet donc un lissage intéressant de la production, lissage qui serait aussi utile pour de l'autoconsommation. Il y a aussi d'autres avantages, comme le fait de ne pas faire de trous dans le toit ou de limiter l'effet des ombrages partiels. Et pour cause, dans notre cas, un panneau photovoltaïque qui est un peu à l'ombre et un peu au soleil produit à peine plus que s'il était entièrement à l'ombre. La disposition verticale permet aussi de limiter l'exposition à la grêle ou encore de laisser le toit disponible pour autre chose. Connecter directement des LED à des panneaux solaires, ça paraît simple, un peu trop simple. Est-ce que les panneaux solaires ont une production proportionnelle à la lumière extérieure? Et puis, est-ce que les LED vont bien absorber l'énergie produite par les panneaux solaires? Oui. Les réponses, c'est bien oui.
Les courbes caractéristiques des LED et des panneaux solaires sont complexes, mais ont des allures antagonistes, ce qui fait qu'en choisissant bien le nombre de LED et de cellules solaires en série et parallèle, il y a moyen de faire s'allumer les LED 2 fois plus fort quand la lumière extérieure est 2 fois plus forte. Le tout en exploitant les panneaux solaires avec très peu de pertes. Ceci n'est pas une si grosse coïncidence, car les LED, sur le principe, ne sont que des panneaux solaires inversés. Les deux fonctionnent avec des semi-conducteurs et ont des propriétés voisines. Ce phénomène est précisément ce qui nous a donné envie de faire ce projet. Pouvoir reproduire la luminosité du ciel sans aucun composant électronique, ça rend le projet peu coûteux et extrêmement fiable. De plus, les panneaux solaires deviennent des sources de courant constant, et le courant peut donc se partager très facilement avec plus ou moins de LED, en exploitant à chaque fois efficacement l'énergie produite. Comme on le voit ici, la puissance absorbée par les LED reste à peu près la même quel que soit le nombre de pièces allumées. Pour continuer sur le schéma électrique, il y a aussi une diode anti-retour à chaque panneau solaire. Pour faire simple, ces diodes permettent d'éviter que les panneaux qui sont dans l'ombre ne dissipent l'énergie produite par ceux qui sont au soleil. On rajoute à ça du câblage, des fusibles, des interrupteurs, un compteur de puissance et d'énergie, et le schéma est déjà terminé. Saviez-vous qu'une LED blanche, c'est avant tout une LED bleue? On peut faire de la lumière blanche en combinant des LED rouges, vertes et bleues, mais cette méthode est peu utilisée en éclairage pour plusieurs raisons. Le spectre engendré est discontinu, donc le rendu des couleurs n'est pas très bon. Il faut de quoi gérer la luminosité relative de chaque LED, et la couleur risque d'évoluer dans le temps en fonction de comment chaque LED vieillit. La méthode la plus courante pour faire des LED blanches consiste simplement à utiliser une LED bleue, avec par-dessus un phosphore jaune, qui transforme une partie de la lumière bleue en lumière jaune, autrement dit un mélange rouge et vert. C'est pour cette raison que nos modules LED, et que les LED blanches en général, apparaissent jaunes quand elles sont éteintes. Avec le phosphore, l'ensemble émet donc de la lumière rouge, verte et bleue qui nous apparaît comme blanche. Petite info, la conversion du bleu vers le rouge ou vert est possible car les photons de lumière bleue sont ceux qui ont le plus d'énergie, et une partie de cette énergie est perdue quand le phosphore l'absorbe pour réémettre un photon vert ou rouge. Le phosphore a l'avantage d'émettre de la lumière sur un large spectre qui s'ajoute à la lumière bleue restante pour donner un résultat relativement continu. Bon, par rapport à la lumière du soleil, il y a quand même un creux pour le cyan et aussi pour le rouge profond. Avec une LED blanche classique, les couleurs apparaissent relativement verdâtres et tout ce qui est rouge est vraiment fade. Utiliser des LED de couleur dite chaude ne change pas le problème car le principe reste le même. Comment fonctionnent alors les LED ayant un indice de rendu des couleurs élevé? Leur secret repose sur l'utilisation de plusieurs phosphores. Dans les modules que l'on utilise, on remarque deux pics d'émission en dehors de celui des LED bleus. Un pic dans le vert qui correspond à un premier phosphore et un pic dans le rouge qui correspond au pic d'émission d'un autre phosphore. La somme des deux réduit fortement le manque de couleur cyan et prolonge l'émission de lumière jusque dans le rouge profond. La lumière produite est alors très proche de la lumière naturelle. Vous vous demandez sans doute quel est le rendement global de notre installation, c'est-à-dire le rapport entre la lumière émise par les LED et la lumière que reçoivent les panneaux solaires. Spoiler alert, il n'est pas très élevé. Ces panneaux solaires convertissent d'abord au maximum 15% de l'énergie solaire qu'ils reçoivent en électricité. Au passage, les meilleurs panneaux monocristallins actuels ont un rendement qui dépasse les 20%. Il faut ensuite retirer environ 20% de ce qu'il reste à cause de l'adaptation de puissance avec les LED qui comprend aussi les pertes en chaleur dans les fils et les connecteurs. Il faut enfin prendre en compte le rendement des LED qui est d'environ 30%, ce qui nous laisse plus que 3,6%. Il reste quand même une subtilité. D'un côté, la moitié de l'énergie produite par les panneaux solaires provient des rayons infrarouges du soleil qui sont invisibles. De l'autre, les LED émettent presque uniquement de la lumière visible. Si l'on raisonne donc en termes de lumière visible, le rendement doit être doublé car le système transforme de la lumière invisible en lumière visible. On arrive donc à un rendement qui est plutôt de l'ordre de 7% sur la lumière visible. Sachant que les LED se trouvent à l'extérieur des pièces, on pourrait retirer encore à ces 7% la part de la lumière qui ne rentre pas à travers les vitres, mais comme cette lumière contribue à la sensation d'éclairage naturel, on peut quand même la considérer comme utile. Techniquement, la puissance maximale produite pourrait servir à allumer une centaine de plafonniers à LED, mais la sensation n'est clairement pas comparable. Pour se représenter ce qu'est un rendement de 7% sur la lumière visible, ça signifie que la lumière émise par les LED est équivalente à celle qui atteint un disque de 40 cm sur chaque panneau solaire.
Ça semble peu, mais c'est déjà plus que les puits de lumière classiques, qui ont généralement un diamètre de 25 ou 35 cm. Les puits de lumière ont le gros avantage de diffuser de la lumière 100% naturelle, mais le diamètre des conduits à installer est vite problématique, notamment quand on a besoin de lumière plusieurs niveaux au-dessous de là où elle est captée. Passer par de l'électricité n'est pas très efficace, mais ça permet de faire circuler entre guillemets plein de lumière dans un très petit diamètre, et sur une distance relativement importante. Une première fonctionnalité intéressante serait la possibilité de faire varier la TC, ou température de couleur, des LED, en fonction de l'heure de la journée ou en fonction de la TC du ciel perçue par un capteur. L'avantage serait d'imiter au mieux la TC du ciel pour maximiser la sensation de lumière naturelle en toutes circonstances. Pour produire une TC variable, il suffit d'avoir deux types de LED ayant des TC différentes, une chaude et une froide, et de faire varier leur puissance relative. Techniquement, ce serait intéressant à développer, mais on a jugé que la complexité ajoutée ne valait pas le gain, notamment car avec les LED actuels et le mélange avec la lumière naturelle, l'effet est déjà tout à fait satisfaisant. On a déjà parlé de la possibilité de mixer onduleurs classiques et LED, donc on ne va pas en reparler ici. Une autre fonctionnalité intéressante serait de récupérer plus efficacement la chaleur produite par les LED pendant la période de chauffe. Dans la version actuelle, la chaleur contribue légèrement au chauffage de la maison en augmentant la température des murs et en créant une bulle de chaleur locale qui réchauffe, entre autres, l'air frais qui entre. Bon, tout ça c'est valable aussi l'été, mais comme les pièces sont semi-enterrées, la température n'est jamais trop élevée. L'hiver, la part de chaleur émise par les LED que l'on peut véritablement soustraire à la puissance de chauffage reste faible et difficile à évaluer. Le principal problème, c'est que les LED se trouvent du mauvais côté de l'isolant, et donc que la majorité de la chaleur produite ne rentre pas dans la maison. Pour y remédier, une solution consisterait à installer les LED sur des échangeurs de chaleur permettant de préchauffer avec un bon rendement l'air frais qui entre. Une troisième fonctionnalité consisterait à limiter les écarts de lumière entre les jours de soleil et les jours de temps gris avec des batteries. Les jours de soleil, les LED s'allumeraient moins fort et de l'énergie irait dans les batteries, tandis que les jours de grisaille, l'énergie des batteries alimenterait les LED un peu plus fort. On pourrait aussi utiliser l'énergie du jour pour alimenter les LED la nuit sur demande. Cette fonctionnalité demanderait tout de même plusieurs kWh de batterie et de nombreux autres composants pour un gain discutable. Une dernière fonctionnalité à laquelle vous avez sans doute pensé serait de connecter le système au réseau Wi-Fi de la maison pour obtenir à la fois des statistiques sur la production d'énergie, mais aussi de pouvoir allumer les pièces, de faire varier leur luminosité, leur température de couleur, mettre en place des routines, choisir la part de l'énergie qui doit être stockée ou restituée. Bref, parfois c'est difficile de savoir où s'arrêter. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, hors cas particulier, un panneau solaire ne tombe pas en panne d'un jour à l'autre, mais sa production décroît lentement au fil des années. Jusqu'à 25 ans, les panneaux sont garantis de délivrer au moins 80% de leur puissance initiale. Le même principe s'applique aux LED, dont l'efficacité diminue progressivement dans le temps. Autrement dit, avec autant d'énergie consommée, la LED émet de moins en moins de lumière. Si vous avez déjà eu une ampoule à LED grillée, il y a de très grandes chances que ce soit la partie électronique qui ait rendu l'âme, et non les LED elles-mêmes. La courbe de décroissance des LED est très influencée par leur température, d'où l'importance de la limiter. Dans notre cas, on estime que la température des puces ne dépasse pas 90 degrés en période de canicule, mais surtout, elle est inférieure à 50 degrés presque toute l'année. À ces basses températures, les LED devraient se dégrader lentement et vieillir à peu près au même rythme que les panneaux solaires. Même si ça semble optimiste, le système pourrait donc toujours fonctionner dans 20 ans, mais en produisant environ 2 fois moins de lumière. Au passage, notre perception de la lumière étant logarithmique, en divisant par 2 la puissance lumineuse, on a simplement l'impression qu'il y en a un petit peu moins. En dehors des panneaux solaires et des LED, le reste de l'installation est si simple que c'est presque difficile de lister les pannes potentielles. On sait pourtant que la loi de Murphy a de l'imagination, on a donc conçu le système pour limiter au maximum le risque de panne et pour faciliter d'éventuelles réparations. Voici quelques exemples. Premièrement, la position verticale des panneaux solaires réduit le risque de brisure lié à la grêle, et leur proximité avec les murs permet une bonne résistance au vent. Il y a quand même un espace entre les panneaux et le mur pour qu'ils puissent se refroidir par convection. Avec les diodes anti-retour, si un panneau solaire cesse de fonctionner, alors la production sera plus faible, mais l'installation fonctionnera toujours. Un seul panneau solaire peut faire fonctionner toutes les LED.
Chaque connexion électrique se fait dans une boîte de dérivation facilement accessible, résistante à la pluie, et toute la visserie est en inox A4. L'emplacement des modules de LED leur permet de ne pas recevoir de pluie et elles sont dans tous les cas résistantes aux projections. Le boîtier de commande a aussi des interrupteurs et une fenêtre résistante aux projections. Les modules LED sont à la fois vissés et collés à leur plaque d'aluminium, car si les LED ne dissipent plus correctement leur chaleur, leur durée de vie sera réduite. Chaque série de 2 modules LED comporte un fusible 5A, donc s'il y a un défaut de connexion et que plus de courant atteint ces modules, le fusible va griller et protéger les LED. Et enfin, on a déjà en stock la plupart des petites pièces qui composent le système pour pouvoir le réparer facilement en cas de problème. Niveau sécurité, toute l'installation se trouve à l'extérieur de la maison et la tension de fonctionnement d'environ 24 volts fait que l'on peut toucher tous les fils sans risque, ou pour être précis, sans même sentir quoi que ce soit. Pour en savoir plus à ce sujet, on vous renvoie vers notre vidéo sur les dangers de l'électricité. Le système est en fonctionnement depuis environ 1 an et pour l'instant il n'y a pas eu de problème. On compte quand même modifier l'interrupteur principal car le courant produit en pic est d'au moins 25A, ce qui est plus élevé que dans nos estimations. L'une des raisons est que les pics ponctuels de production ne sont pas atteints par grand ciel bleu, mais les jours où il y a à la fois du soleil et des nuages. Quand une petite partie du ciel laisse passer la lumière du soleil, les panneaux solaires reçoivent à la fois le rayonnement direct du soleil, mais aussi le rayonnement diffus des nuages à côté. Pendant quelques instants, la production peut être jusqu'à 20% plus élevée qu'avec un pur ciel bleu. Ces phénomènes ne durent pas longtemps, mais doivent être pris en compte dans le dimensionnement d'installation. Cette question ne se pose évidemment que dans le cas de figure où vous avez des pièces sombres, souplex, couloirs, caves, garages, que vous souhaitez éclairer. L'avantage indéniable de l'autoconsommation, c'est le fait de réduire la facture d'électricité. L'installation est en revanche plus chère à cause des onduleurs et ne rapporte en réalité pas d'argent avant la fin du délai de retour sur investissement. Dans notre cas, le gain en lumière est présent dès que le projet est terminé, mais aussi la valorisation de la maison, qui dépasse le prix relativement faible de l'installation. Comme autres avantages, on peut citer l'absence de raccordement au réseau électrique, ce qui simplifie les démarches administratives, et la possibilité de consommer toute l'énergie produite à tout moment, dont une partie devient de la chaleur utile. Si les LED sont situés dans le logement, alors c'est toute l'énergie produite par les panneaux solaires qui peut contribuer au chauffage. Concernant le prix de notre installation, il est d'environ 1 000 € en fourchette haute, en comptant notamment les LED que l'on a achetés mais que l'on n'a pas utilisés. Ce prix est faible, notamment parce que les panneaux solaires sont d'occasion, mais aussi parce que la puissance installée n'est que de 1200 watts, contre généralement 3000 watts pour une installation typique en autoconsommation. Est-ce que l'on compte vendre ce système? Vous pouvez nous aider à répondre à cette question. Pour être dans la cible, il faut bien évidemment avoir besoin de lumière à un endroit, mais il faut également disposer d'une surface pour la capter. Si notre concept vous intéresse, mais que vous n'avez pas le temps ou la motivation de faire l'installation vous-même, n'hésitez pas à nous contacter pour que l'on voit quel type de besoin il y a. Des panneaux solaires dans le jardin et des LED dans une cave aménagée, des panneaux solaires sur une clôture et des LED dans les pièces au nord, bref, entre la position des panneaux, des LED et des miroirs, il doit y avoir autant de configurations possibles que de logements, et c'est ça qui fait la valeur ajoutée du projet. Cette longue vidéo est maintenant terminée, on espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a inspiré. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo en entier et à la prochaine. Pour finir, un petit mot sur l'installation solaire thermique qui sert à produire de l'eau chaude sanitaire. Le principe des panneaux solaires thermiques est très simple. Il consiste à convertir directement le rayonnement solaire en chaleur pour chauffer de l'eau. Le panneau est constitué d'un matériau qui absorbe l'énergie solaire et monte en température. Il comprend aussi une vitre d'un côté et un isolant de l'autre pour ne pas perdre l'énergie captée. La chaleur est récupérée au moyen d'un fluide qui circule dans le panneau et dans 2 tuyaux isolés jusqu'au ballon. Ce fluide est mis en mouvement par une petite pompe qui s'active uniquement quand le panneau solaire est quelques degrés plus chaud que l'eau du ballon. On ne le voit pas ici, mais à l'intérieur du ballon, il y a un échangeur de chaleur qui permet au fluide de chauffer l'eau sans s'y mélanger. Ce qui est intéressant, c'est que l'échangeur se trouve en bas du ballon, là où l'eau est la plus froide et donc la plus facile à chauffer. Même quand le panneau est à seulement 20 degrés par ciel gris en hiver, il y a potentiellement de l'énergie à récupérer, comme l'eau qui arrive en bas du ballon est vers 15 degrés. Bon, le plus important, c'est quand il y a du soleil, la température de l'ensemble du ballon peut être portée à plus de 80 degrés. La production d'eau chaude est évidemment conditionnée par la météo et surtout la saison.
L'été, il y a plus de soleil, l'air est chaud, les jours sont plus longs et l'eau froide est moins froide, donc on produit très facilement 100% des besoins en eau chaude. Le reste de l'année, on produit une partie des besoins et une résistance électrique prend le relais si l'eau n'est pas assez chaude. Pour 2 personnes, la résistance consomme dans les 400 kWh par an, alors que l'on consommerait environ 1300 kWh sans le panneau solaire. Si l'on prend en compte la consommation de la pompe, l'économie annuelle est d'environ 60% ou 150 € pour 2 personnes. Juste pour la remarque, toujours avec 2 personnes, en doublant le nombre de panneaux solaires, l'économie serait à peine plus élevée à cause des journées froides et sans soleil où la production est faible ou nulle. En clair, les premiers mètres carrés de panneaux solaires thermiques sont les plus intéressants, et chercher à avoir une part de solaire qui s'approche des 100% n'est pas forcément intéressant techniquement et économiquement. Une autre remarque intéressante, si la consommation d'eau chaude augmente, par exemple avec 4 personnes au lieu de 2, la part de l'énergie solaire annuelle est plus faible, mais l'économie en euros est quand même plus élevée, car les jours de soleil, la production dépasse souvent les besoins. L'avantage des panneaux solaires thermiques est leur rendement élevé. Ce rendement varie beaucoup suivant la température de l'eau, de l'air et l'ensoleillement, mais 60% est une valeur typique. 60% c'est 4 fois plus que nos panneaux photovoltaïques, ce qui fait qu'avec seulement 2,2 m² de surface utile, le panneau produit plus d'énergie chaque année que nos 5 panneaux photovoltaïques réunis. Bien entendu, la chaleur est une forme d'énergie dégradée, moins polyvalente et plus difficile à transporter que l'électricité, ce qui fait que les deux types de panneaux ont leur intérêt.